Je suis très heureux d'ouvrir ce 9e webinaire des grands programmes de recherche de l'Université PSL, le dernier de l'année 2025-2026. Les précédents nous ont conduits à explorer des thématiques relevant plutôt des sciences expérimentales. Je n'aime pas dire sciences dures parce que c'est un pléonasme pour moi. De même que les sciences humaines, si on les qualifie de molles, c'est un oxymore pour moi. Il y a des sciences où il n'y a pas des sciences. Donc ici, on a traité beaucoup le quantique, la chimie, la dégradation des plastiques durant les derniers webinaires. Et aussi des éléments, je crois qu'on a fait aussi FAN, fabrique de l'antique, sciences humaines, Terrae, etc. Cette rencontre, donc aujourd'hui intitulée Collection, le jeu des contraires, est proposée par les chercheuses du grand programme Faire Collection. J'ai eu l'occasion déjà de connaître lors du lancement du projet, du programme. Et c'est bien sûr de nature un peu différente, mais ça réunit aussi des sciences expérimentales. J'ai une physicienne à ma droite, et des sciences humaines et sociales, et artistiques aussi. Et c'est le point de départ a pour objet commun aux sciences humaines et aux sciences expérimentales les collections. Les collections, on va vous en parler davantage dans un instant. Et à travers ces collections, c'est un dialogue entre les disciplines qui s'engagent, et ça c'est ce que veut faire PSL justement. Pas diluer les disciplines, mais les mettre ensemble en mettant des moyens supplémentaires aux chercheurs pour qu'ils puissent enclencher des programmes interdisciplinaires qui, en tout cas nous l'espérons, mais les LABEX ont très bien marché, comme ces grands programmes de recherche sont des héritiers des LABEX et qu'ils ont été évalués. On sait que ça a eu une portée très forte sur la recherche, l'innovation, l'interdisciplinarité. Et les moyens qui sont mis sont des moyens supplémentaires pour enclencher justement des dynamiques de rencontres entre les disciplines. Et ça s'ajoute au budget des laboratoires. Ça, je le dis parce que c'est très important. C'est aussi le moyen de rapprocher les établissements et les disciplines de l'Université PSL. Donc j'ai rappelé très rapidement ces grands programmes de recherche. Ce webinaire, on l'a voulu pour justement faire connaître ces grands programmes, les partager avec l'ensemble de la communauté, des communautés de l'Université PSL, et pour que les communautés comprennent à la fois les enjeux, les grands enjeux contemporains qui sont traités à l'intérieur de ces grands programmes, mais aussi pour qu'ils puissent s'y associer, le cas échéant, ouvrir ces programmes à la communauté PSL, aux communautés PSL dans l'ensemble, chercheurs, enseignants-chercheurs, et les personnels administratifs et également aux étudiants. Voilà, donc on a des grands programmes qui réunissent, qui sont au nombre de 14, avec 4 programmes d'amorçage. C'est presque 36 millions d'euros qui sont investis sur ces programmes. Et ça couvre l'ensemble des disciplines, arts, sciences, lettres, en intégrant les enjeux sociaux, stratégiques, comme dans le cas de Terrae, par exemple, avec la recherche fondamentale et la recherche action sur les problématiques de transition écologique. Voilà, donc vraiment, c'est un instrument qui est très important pour PSL pour piloter et diffuser une recherche d'excellence interdisciplinaire. Voilà, je vais d'abord remercier les intervenants, vraiment très chaleureusement, d'avoir donné de leur temps à cette séance d'introduction et de diffusion de leur savoir. Et je passe la parole à Stéphane Verger, qui est le vice-président délégué aux arts et aux humanités de l'Université Paris Sciences et Lettres, pour présenter nos collègues et pour présenter aussi le programme rapidement. Stéphane, tu as la parole, tu es à distance. Merci Maube, merci à toutes. Mais le programme Faire Collection, je dois dire de l'extérieur, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant, d'une part parce qu'on voit vraiment les interactions qu'il y a entre la constitution des collections et puis l'élaboration des pratiques scientifiques et des pratiques aussi de recherche scientifique, mais aussi de formation. Les collections, ce sont
aussi des collections pédagogiques qui s'enrichissent, etc. Et puis d'autre part, le programme, je crois, hein, comme ça, je vous dis mon sentiment de l'extérieur, est intéressant parce qu'on parle vraiment de ce que sont les collections, comment on définit une collection, est-ce qu'il y a des différences entre des collections, les archives, les bibliothèques, et d'ailleurs c'est sur ça que travaillent les deux porteuses du programme qui sont avec nous aujourd'hui. Donc Muriel Leroux qui animera le débat, qui est directrice du prestigieux Institut d'histoire moderne et contemporaine, qui est basé à l'École normale supérieure, qui est donc elle est spécialiste d'histoire des sciences, d'histoire des techniques, d'histoire de l'innovation, hein, au XXe et encore au XXIe siècle. Et elle travaille en particulier d'une manière réflexive sur l'histoire de nos institutions de recherche, hein, par exemple le CNRS dont elle fait partie. Donc c'est très important aussi pour PSL d'avoir déjà dès maintenant cette vision réflexive sur nos pratiques de recherche et puis sur les collections et les outils de recherche que nous avons, qui sont extrêmement importants, très historiquement importants, comme on le verra aujourd'hui. Et puis donc à côté d'elle, il y a Emmanuel Chaperon, qui est à l'école pratique des hautes études en sciences historiques et philologiques. Donc nous sommes collègues dans la même section. Elle est également professeure à l'université Aix-Marseille Université. Voilà, elle est spécialiste d'histoire moderne, hein, d'histoire des bibliothèques, d'histoire des pratiques savantes, d'histoire du livre. Elle travaille surtout en France et en Italie. Et l'un des points, mais peut-être elle pourra le dire, hein, c'est justement la question des relations entre les archives et les bibliothèques, hein, entre autres, hein, mais enfin, c'est quelque chose de très intéressant. Voilà. Voilà donc pour les deux porteuses. Donc Muriel va animer le débat, et nous avons deux chercheuses qui sont dans des disciplines différentes. Donc Brigitte Leridon, qui est chercheuse au CNRS à l'ESPCI, au laboratoire de physique et d'études des matériaux, donc très important évidemment pour la physique, chimie, mais aussi, je dois dire, pour le patrimoine, parce qu'il y a des travaux qui se font sur le patrimoine dans ce laboratoire. Elle a fondé une spin-off de l'ESPCI qui s'appelle Pionic Technologies. Peut-être qu'elle nous en dira un mot. Donc, elle est fondatrice et CIO de cette spin-off. Mais surtout, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, elle a étudié le patrimoine scientifique de l'ESPCI, et en particulier tout ce qui est l'instrumentation historique, hein, comment l'instrumentation a été déterminante pour l'école, pour cette prestigieuse école aussi, et comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour conserver et pour exploiter ce patrimoine scientifique qui est très, très important, comme d'autres établissements, hein, de PSL ont un patrimoine très important. Je pense à l'école des mines, par exemple, à l'université Paris-Dauphine avec le musée du management, l'école normale supérieure. Enfin bon, on pourrait l'école pratique des hautes études, qui a également une collection de tablettes cunéiformes, par exemple. Donc c'est un monde, hein, les collections de PSL, et donc le grand programme est là pour étudier ça également. Et puis donc Johanna Rapti, hein, qui est directrice d'études à l'école pratique, mais dans l'autre section, sciences des religions. Johanna Rapti qui est... c'est à distance. À distance. Alors peut-être qu'elle peut mettre sa caméra. Elle est à distance. Voilà, on la voit, Johanna. Voilà, donc Johanna Rapti est spécialiste d'histoire et d'histoire de l'art et d'archéologie du monde byzantin et de l'Orient chrétien à l'école pratique des hautes études. Elle travaille sur les mixités culturelles et religieuses dans ce creuset qu'est Byzance et le monde byzantin à la fin du Moyen-Âge, et en particulier à travers des phénomènes artistiques. Donc c'est là aussi
très important. Bon, Byzance, c'est vraiment un des cœurs de la transmission par les collections, par les archives, par les bibliothèques du patrimoine antique aussi, hein, jusqu'à la Renaissance. Alors, il se trouve que nous sommes, je me permets de le dire, Johanna, tous les deux à distance, dans des grandes villes, dans des grands centres qui ont formé les collections. Moi, je suis à Rome actuellement, et Johanna, il se trouve par hasard qu'elle est à Urbino. Urbino, la ville du duc de Montefeltro, qui était un des grands mécènes du Quattrocento italien. Et donc, à Urbino, il y a un palais qui conserve encore la bibliothèque, les archives et la collection de peintures du duc de Montefeltro. Et donc, un musée extraordinaire et un palais extraordinaire que je vous conseille de visiter. Voilà, écoutez, je passe la parole avec plaisir à Muriel qui va nous expliquer ce qu'on va entendre aujourd'hui. Merci. Merci Monsieur le Président, merci Stéphane Verger pour vos mots d'accueil et surtout grand merci à Johanna Rapti et Brigitte Leridon d'avoir accepté de se prêter au jeu des questions-réponses. Alors avant de présenter les axes de recherche de notre grand programme que nous avons intitulé avec Emmanuel Chaperon Faire collection, je voudrais rappeler quelques points importants compte tenu de l'intrusion très rapide et très récente de l'IA dans nos métiers et compte tenu aussi de ce que j'entends beaucoup trop fréquemment en ce moment, dès lors qu'on évoque le métier d'historien. Alors je voudrais rappeler que pour une historienne ou pour un historien, il n'y a aucun sujet interdit et on peut, dans notre façon de travailler, soit explorer seul un nouveau territoire, soit travailler sur un objet qui, lui, est saturé d'histoire ou saturé de sources et de données. Donc, il faut que l'on choisisse nos sources et, par exemple, que l'on décide, et là, peut-être que c'est un invariant entre les sciences byzantines et les sciences contemporaines, de s'intéresser aux traces modestes, infimes, et dans ce cas, pratiquer une archéologie, une anthropologie des sources, repérer ce que j'appelle les détenteurs ou les gatekeepers et les convaincre du bien fondé de l'étude pour que l'on puisse enfin avoir accès à ces sources. Il nous faut aussi accepter que nos matériaux soient lacunaires et réfléchir à ce que ces lacunes signifient pour nous. Aussi, le recours aux sources matérielles est-il inhérent à notre métier, que ces sources soient des archives nobles ou vulgaires, notamment lorsque l'on s'intéresse aux anonymes, aux invisibles, aux gens ordinaires, qu'il s'agisse d'objets sous toutes leurs formes, toiles, sculptures de grands maîtres, prod ou celles et produits par des amateurs, de livres précieux ou rares, de journaux, de films ou encore d'herbiers ou de cellules vivantes. L'intelligence artificielle ne doit pas être redoutée par notre milieu, mais maîtrisée et utilisée comme un outil pour nous aider à sélectionner au sein de ces corpus de sources, à sélectionner ce qui nous sera utile afin de faire émerger nos problématiques après que l'on se soit toutefois, et j'insiste là-dessus, immergé dans nos corpus, dans ces collections, qu'elles soient héritées ou en cours de constitution. Car c'est toujours du corps à corps réel avec nos sources, avec nos données, avec nos collections, que naissent le résultat de nos travaux. C'est pourquoi, avec Emmanuel, il nous a semblé important de soumettre cette thématique au Conseil scientifique de PSL. Notre grand programme s'intéresse donc aux collections dans une perspective transdisciplinaire, diachronique et réflexive, comme cela a déjà été souligné. L'axe 1 considère l'histoire des collections passées, présentes ou futures, les opérations cognitives et matérielles qui en sont la matrice, sélectionner, rassembler, classer, décrire, disperser, détruire et oublier sont des façons d'interroger les collections. On s'intéressera aussi, donc, dans un autre axe, à ce que les collections font aux communautés scientifiques
Et là, je pense que l'étude de cas que nous présentera Johanna est tout à fait signifiant selon cette approche. Donc, faire communauté par les collections d'hier ou aujourd'hui interroge sur ce que les collections existantes et celles à constituer peuvent apporter à la construction de nouvelles communautés issues de la réunion d'établissements anciens, tel que c'est le cas pour PSL. Et c'est pour cela que l'intelligence artificielle doit être envisagée par nos métiers comme un outil. Donc, bien entendu, on peut décliner les mêmes intérêts pour les collections pédagogiques et nous avons décidé cette année de soutenir ce que l'on appelle des petits projets qui s'intéressent aux collections pédagogiques produites par les enseignants de PSL. Aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, donc en ce 1er juillet 26, nous avons déjà en cours deux post-doc. Le premier qui s'intitule « Enquête sur les textes en traduction dans les collections patrimoniales de PSL », qui est placé sous l'égide de notre collègue Marie-Pia Donato et confié au post-doc Clément Poupard. Ensuite, nous avons un second postdoc qui commence à l'automne, car la personne retenue, Clémentine Colmont, devait terminer et soutenir sa thèse avant de s'adonner à ses travaux, est placée sous l'égide d'Albert David, qui donc est l'auteur du musée du management, et ce postdoc s'intitule « Faire collection en management ». Le comité scientifique qui s'est réuni ce printemps a retenu deux futurs grands projets qui donc s'accompagnent d'un postdoc. Celui qui est porté par Johanna Rapti que nous allons entendre et un autre qui s'intitule Colarchinou mais qui est placé sous l'égide d'un historien qui s'appelle Michael Gasperoni et qui lui va étudier les collections archivistiques et la valorisation des données massives à l'aune du numérique. Donc, le numérique arrive dans le monde des historiens, si je puis dire. Donc, je ne vais pas à nouveau présenter nos deux collègues que je remercie encore sincèrement et chaleureusement d'avoir accepté de participer au jeu de questions-réponses aujourd'hui. Je tiens à souligner l'ouverture d'esprit et la collégialité qui prévaut à l'intérieur du grand programme, même si quelquefois on entend « Ah, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir émettre un avis, je n'ai pas du tout compris de quoi il était question ». C'est la faiblesse de la pluri- et de la transdisciplinarité, mais je pense qu'ici, ce qui nous rassemble, c'est cet attachement à la pluri- et à la transdisciplinarité. Donc, je dirais simplement quelques mots spécifiques concernant Brigitte Leridon, qui au départ avait accepté d'être partenaire de notre grand programme et qui, du fait de ses nouvelles responsabilités comme CEO de sa nouvelle entreprise, est moins présente. Toutefois, je tiens à souligner que c'est grâce à des profils comme celui de Brigitte Leridon que les sciences humaines et sociales et les historiens et les historiennes peuvent investir des champs scientifiques et techniques, car Brigitte fait partie de ces rares scientifiques qui acceptent et qui trouvent évident le compagnonnage avec les sciences humaines et sociales. Donc, il faut aussi que ce grand programme fasse du prosélytisme pour développer ces pratiques collectives. Donc, aujourd'hui, Emmanuel et moi avons décidé de vous poser quelques questions autour du thème des contraires. Donc, si vous en êtes d'accord, j'enchaîne et je pose les premières questions. Tout à fait. Alors, en quelques mots, mais de façon tout à fait accessible pour les profanes que nous sommes, quels sont vos champs respectifs de recherche? Alors, Johanna, si vous êtes d'accord, je vais laisser la parole d'abord à Brigitte, qui doit soutenir mon propos quant au compagnonnage possible, sciences exactes, sciences humaines. Sans prosélytisme. Ah, j'en fais. Merci beaucoup, Muriel. Merci, Monsieur le Président. Merci de m'avoir invité à ce webinaire très intéressant. Donc, effectivement, j'ai travaillé pendant plus de 25 ans comme physicienne au CNRS, au laboratoire de physique et d'études des matériaux à l'ESPCI-PSL, sur les matériaux quantiques.
Alors, je vais dire 2 mots sur ce que sont les matériaux quantiques. En fait, un matériau quantique, c'est finalement assez simple, c'est un matériau dont les propriétés sont gouvernées par la physique quantique. Alors, vous allez m'objecter, mais tout est quantique à la base. Oui, c'est vrai. La physique quantique, c'est la physique d'un petit nombre de particules, des petites particules. Mais en règle générale, quand on met énormément de particules ensemble, on fait ce qu'on appelle un système à n particules, on retrouve des lois classiques, la physique classique, celle de la pomme qui tombe de l'arbre, celle que vous voyez tous les jours, qui est une limite à grand nombre de particules de la physique quantique. Cependant, il existe quelques systèmes, des systèmes en général solides, dans lesquels on a besoin de la physique quantique pour décrire les propriétés de ces matériaux. Et on voit même émerger à l'échelle à n particules des propriétés qui ne peuvent pas être trivialement déduites des propriétés à une particule. Et c'est ce qui a été résumé par une formule donnée par un prix Nobel de physique, Phil Anderson, qui est « more is different ». Plus, c'est différent. Donc ça résume les matériaux quantiques. Et l'exemple emblématique des matériaux quantiques, ce sont par exemple les supraconducteurs. Et moi, j'ai travaillé presque toute ma carrière sur les supraconducteurs, donc des matériaux très remarquables et qu'on ne peut expliquer que par la physique quantique. La supraconductivité a été découverte en 1911. Il a fallu attendre les années 50 pour comprendre pourquoi pour que la théorie quantique soit suffisamment mature pour expliquer la supraconductivité. Alors en fait, moi je suis une physicienne expérimentatrice, donc je travaille toujours avec des instruments scientifiques, donc des cryostats pour aller travailler à des températures quelques degrés au-dessus du zéro absolu, des ampèremètres, des voltmètres de précision, des magnétomètres, mesure d'aimantation, et aussi des bobines supraconductrices pour créer des champs magnétiques intenses. Et il y a environ une dizaine d'années, en explorant de nouvelles familles de matériaux, j'ai découvert par hasard une famille de matériaux, alors qui ne sont pas du tout des supraconducteurs, ce sont des matériaux qu'on appelle des conducteurs ioniques solides. Au lieu de conduire les électrons comme des métaux, ils vont conduire des ions. Et donc, je me suis intéressée à cette famille, j'ai commencé à travailler d'un point de vue fondamental sur cette famille, mais aussi assez vite, j'ai compris que ça pouvait permettre de faire des batteries, et des batteries sans matériaux critiques, sans lithium. Donc, c'est ce qui, petit à petit, a mené à la création de la start-up Pionic dont on a parlé, donc que je dirige maintenant. Donc voilà, ça, je crois que j'ai présenté un petit peu mon champ, et j'ai parlé des instruments, parce que c'est ce qui va nous intéresser tout à l'heure. Donc, Johanna, est-ce que vous pouvez présenter de façon accessible aux profanes ce que sont vos champs de recherche? Oui, absolument. Je vais essayer d'être synthétique et je suis historienne de l'art formée en archéologie et en histoire de l'art à l'université. Puis, je me suis spécialisée dans l'art du livre médiéval en me focalisant sur une ère culturelle plus spécifique encore, celle du Caucase Sud. Et je fais cette diapositive pour synthétiser un peu mon profil et tout ce que je veux dire par la suite, comme une page de titre. Donc, l'art du Caucase, c'est Arménie et Géorgie. Depuis mon recrutement à l'EPHE en 2014, la valorisation et la gestion de la collection chrétienne et byzantine, qui est associée à ma mission de direction d'études, est devenue une priorité et un champ d'investigation qui me tient maintenant à cœur. L'art du livre articule matières et matériaux, mais aussi des idées, des images et des textes, ce qui m'a amené à dépasser les limites des bibliothèques, sans les abandonner évidemment. Je m'intéresse aussi à la visualité de l'écrit dans les inscriptions monumentales, dans le contexte topographique et historique de la production de manuscrits, mais encore plus dans des questions d'anthropologie et d'histoire sociale. Et tout ce que vous voyez ici synthétise un peu tout ça. Une publication très récente, un hommage à une personne avec qui je coordonne l'exposition au musée du Louvre en 2007, Arménia Sacra, en 2010, Sainte-Russie, et dans laquelle je publiais ce livre qui a un émail byzantin sur un texte géorgien avec une série d'inscriptions à l'intérieur arméniennes et une relique arménienne qui montre un transfert d'utilisation. Puis, la photo qui est à côté, c'est une des photos de la collection chrétienne et byzantine de l'EPHE que j'ai réussi à utiliser dans cette publication à titre de comparaison.
Et puis, les autres visuels montrent à peu près ce que c'est que cette collection. Aujourd'hui déposée, c'est une collection centenaire désormais, aujourd'hui déposée à l'Humathèque du campus Condorcet, constituée de pièces très différentes, des moulages, comme le petit objet, je reviendrai, des aquarelles, qui sont ici, et un visuel qui capte aussi un instant de formation et de service. Les demoiselles qui sont derrière les aquarelles sont des étudiantes des arts graphiques, en art graphique à l'INP, au programme de restauration, qui ont travaillé en chantier école pour dépoussiérer quelques-unes décadrées, dépoussiérées, quelques-unes de ses œuvres. Mais cette situation se répète en quelque sorte régulièrement, du moins 2 fois par an, où l'on réunit derrière des pièces de la collection choisie des étudiants de mon séminaire pour travailler ensemble, réfléchir, échanger et se confronter aux problèmes que pose l'œuvre en direct. Merci, merci Johanna. Tout ça. Oui, merci. Donc, Johanna, vous avez déjà commencé à évoquer vos collections, donc je pose ma seconde question. Qu'est-ce qu'une collection dans votre discipline? Et plus précisément, j'insiste sur le plus précisément, quelle est la place de ces collections dans votre champ de recherche, Brigitte? Oui, donc alors moi, la collection à laquelle j'ai eu l'occasion d'être confrontée, en fait, c'est la collection d'instruments scientifiques de l'ESPCI PSL. Et dans une moindre mesure aussi à son fonds de documentation. On a un fonds extrêmement riche à l'ESPCI avec des articles, des écrits, des cahiers d'expérimentation, des photographies. Moi, je me suis intéressée tout particulièrement à la collection d'instruments scientifiques. Alors évidemment, on voit le lien avec mon activité, puisque j'ai beaucoup aussi utilisé des instruments scientifiques. Mais je voudrais un petit peu présenter ce fonds. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir le diaporama. Donc en fait, l'ESPCI dispose d'un fonds d'instruments scientifiques absolument exceptionnel. En effet, je rappelle que l'ESPCI est le lieu qui a accueilli les travaux de Pierre Curie sur le magnétisme, de Pierre et Marie Curie sur la radioactivité, puis plus tard les travaux de Langevin, j'aurai l'occasion de montrer des exemples. Donc cette école qui a été créée en 1882, très vite a commencé à accumuler des instruments scientifiques dont nous avons la chance d'avoir hérité. Et je voudrais préciser que la découverte de la radioactivité, tout particulièrement, elle n'a été possible que parce que Pierre Curie, qui était donc un physicien exceptionnel, un théoricien, un expérimentateur, avait aussi le talent pour inventer des instruments scientifiques. Et il a mis à profit ses découvertes précédentes. Avec son frère Jacques, ils avaient découvert la piézoélectricité. Et il a eu l'idée d'utiliser sa connaissance de la piézoélectricité pour... on la retrouve dans plusieurs instruments scientifiques qu'il a créés, qu'il a inventés. Donc on voit le lien entre le travail du chercheur, du physicien expérimentateur et de la création de cette collection qui continue bien entendu à s'enrichir. Et c'est vraiment le fait d'avoir été capable de faire une mesure précise de la radioactivité, une mesure quantitative par l'instrument que vous voyez là sur le diaporama. Si tu peux revenir en arrière, voilà. On le voit sur la première image, on voit la photo historique. Voilà, on voit ici Pierre, Marie Curie et Gustave Bémont, donc qui sont en train de faire fonctionner. Marie est en train de faire fonctionner cette expérience. Et c'est le fait d'être capable de faire une mesure quantitative qui a permis d'isoler un nouvel élément, le radium. Donc en fait, moi j'ai commencé à m'intéresser au patrimoine de l'ESPCI en 2016. Parce que l'ESPCI devait subir de profonds travaux de rénovation. On est encore au milieu de la phase 2 du chantier. Et il fallait démolir plusieurs bâtiments. Et dans ces bâtiments, il y avait énormément d'instruments scientifiques. Donc le directeur scientifique d'école, à l'époque, m'a demandé, c'est Rémi Carminati, m'a demandé de bien vouloir m'occuper des instruments scientifiques. Et ça a été un choc, la rencontre avec ces instruments, parce qu'il y avait une telle qualité, une telle quantité, et ça soulevait tellement de questionnements que ça m'a beaucoup, que je me suis beaucoup investie là-dedans. Et donc j'ai commencé avec une petite équipe qu'on a pompeusement appelée Commission Patrimoine à l'époque, dans laquelle il y avait André Legrand, Denis Baudouin, Mathilde Ressa, Guillaume Duré, Kevin Lamotte, qui est maintenant
à la communication de PSL et d'Elphine Romnuad, on a lancé une opération d'inventaire de ces instruments. Donc, j'ai mis quelques exemples ici, mais bien entendu, c'est beaucoup plus vaste. Donc, on voit qu'il y a des instruments d'optique, il y a des instruments aussi pour la mesure, dans les mesures électriques, donc des ampèremètres, des galvanomètres, des voltmètres. Et puis, il y a énormément d'instruments liés justement à la mesure de la radioactivité, avec ici des quartz piézoélectriques, des champs d'ionisation, des balances à quartz, etc. Et en fait, donc, en faisant cette opération d'inventaire, on a ouvert des placards et l'idée, c'était inventorier ce qui ne l'avait pas été, récoller et puis mettre en valeur. Comment va-t-on mettre en valeur ces instruments? Est-ce qu'on les met juste dans une vitrine? Est-ce qu'on choisit de les laisser dans les laboratoires pour une partie? Comment est-ce qu'on les met en valeur? Et en faisant cette opération d'inventaire, on a retrouvé un instrument oublié dont on savait, on avait la trace dans des publications scientifiques, mais on ne savait pas qu'on l'avait dans nos collections, qui est le télescope pyrhéliométrique de Charles Ferry. Donc, ce télescope qui a été développé par un professeur de l'ESPCI, Charles Ferry, début du XXe siècle, a été monté avec un astronome au sommet du Mont Blanc et avait fait les premières mesures de température du Soleil. Ce qui est important, c'est que cet instrument il signe le début de l'astrophysique. Auparavant, on avait l'astronomie, on avait des images. Là, on a un signal physique, une température grâce à un thermocouple qui intègre ce télescope. Donc, on a fait revivre ce télescope, on l'a reconstitué, on l'a fait refonctionner et on a aussi d'ailleurs publié des articles sur ce sujet. Voilà, je vais passer la parole. Donc, Johanna, rapidement, parce que nous avons convenu d'évoquer différents thèmes, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une collection dans votre discipline? Cela, pour résumer, Johanna, pour résumer le propos de... Il faut enlever le diaporama. Il faut enlever le diaporama. Pour résumer le propos de Brigitte, les collections soutiennent et permettent de mesurer vos collections d'instruments. C'est la mise en mesure du monde, si j'ai bien compris la nature de tes propos. Et donc, très clairement, c'est une façon de sortir la perception du monde d'une perception que les plus jeunes, ceux qui sont nés avec un téléphone dans la main, envisagent comme étant uniquement 2.0. Et donc, on a pu mesurer, quantifier le monde bien avant la naissance des derniers instruments de mesure. Johanna, puisque vous êtes revenue. Oui, vous voyez mon écran, j'espère. Oui. J'ai été frappée par la choséité, par la matérialité, ne serait-ce qu'en visuellement, des instruments que Brigitte vient de montrer. Pour l'historien de l'art, comme pour l'archéologie, pour l'archéologue, les collections sont le terrain ou une partie du terrain. Les collections sont tellement fondamentales que parfois, en histoire de l'art, on a tendance de les oublier parce qu'on s'intéresse aux objets individuellement. On voit ici que, et je tiens à le souligner, que la collection est le médium d'enseignement, un médium de recherche, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Muriel, la source ou une source. Et c'est dans le cas de figure de ma collection et de ma discipline, c'est fondamental puisqu'au moment où cette collection est constituée, vous la voyez ici, vous allez avoir peut-être une autre image qui apparaît, cette collection est le cadre de l'enseignement. La collection est sur les murs et elle fait, voilà, vous le voyez ici, et elle occupe 3 salles dans l'école pratique des hautes études et elle est constituée pour documenter un objet d'étude qui n'existe pas encore et pour le faire connaître à une époque où il n'existe pratiquement aucune publication, aucun ouvrage. Donc, c'est une discipline qui maintenant est centenaire et reconnue. Au moment où la collection est constituée, la discipline commence ex nihilo. Et je ne peux pas résister à partager avec vous ces mots de Gabriel Millet, le fondateur de cette collection.
qui espère la voir grandir par sa force attractive. Ça anticipe, je pense, à notre discussion. Ses racines ont déjà franchi les limites de son propre champ pour puiser la sève, c'est un peu le vocabulaire, le langage du début du XXe siècle, dans l'initiative et la libre activité de tous. Donc, une collection qui est à multiples facettes. Vous la voyez ici dans une autre application à l'exposition fondatrice, un jalon majeur pour l'histoire de l'art byzantin, en 1931 à Paris au Musée des Arts Décoratifs. La collection fait encore le cadre d'une des salles des expositions. Ce sont les mêmes photographies que les gens consultaient, ou quelques-unes des aquarelles aussi que vous avez vues sur les murs de l'EPHE. Là, elles sont dans le salon du pavillon de Marsan, au Palais du Louvre, pour faire le cadre, pour rappeler la réalité du monde byzantin, à peine mieux connu en 1931. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, je voudrais faire un pas de côté et décaler un peu nos regards et vous demander, mesdames, en quoi pour les non-scientifiques et quelquefois les membres de la communauté des sciences exactes, en quoi vos réflexions autour des collections peuvent-elles infléchir ou remettre en cause les lieux communs, parce que comme promotrice de ce grand programme, nous avons à cœur aussi de soutenir les réflexions collectives par rapport à la science. Donc, en quoi le fait de s'intéresser à une collection en physique ou une collection en art byzantin peut générer un nouveau regard, une nouvelle façon d'envisager les relations science et science, pour reprendre le mot du président de PSL. Brigitte ? Donc effectivement, on a souvent coutume d'opposer, par exemple, sciences dures, les sciences et les autres sciences. Donc je ne m'inscris pas du tout dans cette idée-là. Moi, je viens d'un champ de recherche qui est souvent considéré justement comme appartenant aux sciences dures, voire très très dures, la physique des matériaux quantiques. Mais ce que nous enseigne en particulier cette collection de l'ESPCI, c'est que la science ne tombe jamais du ciel toute révélée, et que la science, elle est faite par des individus, et l'édifice des sciences, il est édifié par des individus. Donc évidemment, ces individus sont inscrits dans un contexte scientifique, historique, social, etc. Et ça va influencer sur leur découverte, ça va influencer leur découverte, ça va influencer leur parcours. Donc je vais vous donner un exemple. Cet exemple, c'est le sondeur, voilà, qui est là. Donc ça, c'est le sondeur de Paul Langevin. Alors Paul Langevin, donc c'est un très grand physicien français, pas toujours connu du grand public. C'était un ami d'Einstein et c'est celui qui a fait connaître les travaux d'Einstein et notamment qui a écrit la lettre au comité Nobel pour recommander Einstein pour le prix Nobel de physique. Il était aussi secrétaire des congrès Solvay qui réunissaient tout le gratin de la physique du début du XXe siècle. Et quand la Première Guerre mondiale éclate, Paul Langevin est professeur à l'ESPCI PSL, donc il est spécialiste de relativité et de physique statistique, c'est un théoricien, et il va laisser de côté ses travaux pour se consacrer à l'invention du sonar. Donc vraiment dans une démarche d'engagement. Donc il va mettre pour ça d'ailleurs à profit les cours qu'il aura reçus de Pierre Curie sur la piézoélectricité et les lois de symétrie. Et il va mettre au point ce sonar. Il ne déposera de brevet qu'après la guerre pour ne pas divulguer son invention. Il donnera gracieusement à la marine britannique tous ses résultats. Et le sonar, il va aller faire aussi des essais avec la marine française en rade de Toulon. Le sonar ne verra le jour qu'après la guerre. Il sera utilisé sous forme d'un sondeur de profondeur. Donc on voit ici les quartz piézoélectriques taillés pour la source. Et l'idée, c'est d'aller sonder la profondeur des océans pour faire une cartographie des fonds marins. Ça a été très important pour poser le premier cap transatlantique. Et ensuite, le sonar sera développé pendant la Seconde Guerre mondiale et il donnera aussi naissance à l'échographie moderne. Donc c'est vraiment l'ancêtre de l'échographe qu'on utilise beaucoup en médecine aujourd'hui. Donc en fait, j'aime bien donner cet exemple parce qu'on voit en fait, par cet exemple en fait, comment cette collection nous interpelle pas seulement sur le plan scientifique et technique où il y aurait tellement de choses à dire, mais aussi sur la notion d'engagement pour le chercheur et puis sur plus généralement l'interaction entre les sciences et les techniques et la grande histoire. Et on voit cette intrication en fait qui est continuelle.
Et qui permet encore de faire le lien entre les sciences exactes et les sciences humaines, puisque grâce à cet instrument, on cartographie les fonds marins, et qui dit cartographie dit géographie. Exactement. Johanna, est-ce que... Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Je voudrais revenir sur mon écran, si c'est possible. J'espère que vous le voyez. J'ai évoqué tout à l'heure le caractère très novateur de cette collection. La géographie qui vient d'être évoquée, me donne une accroche du fait de la cartographie par la documentation d'un monde que, je répète, on ne connaissait pas. Donc, on n'a pas vraiment d'échange avec les sciences dures, mais on a déjà un caractère interdisciplinaire et interartistique. Pour constituer cette collection qui est vouée à offrir une documentation, il faut des moyens. Et ces moyens sont mis en commun grâce à des efforts intempestifs ou très intenses, en tout cas auprès du ministère de l'Instruction, auprès de l'École française d'Athènes, grâce à des synergies qui sont entreprises et aussi grâce à une communauté internationale qui se constitue au fil des missions de terrain. Vous voyez ici les photographies de la Société impériale orthodoxe de la Palestine, à droite. C'est une entreprise parallèle. Je veux bien insister sur la singularité de la collection de l'EPHE, mais elle s'inspire aussi des initiatives analogues qui sont très peu nombreuses. Donc, celle du russe Kondakov, qui était le père de l'archéologie chrétienne dans l'Empire russe et qui cherchait à doter le pays des Tsars d'une archéologie chrétienne, d'un patrimoine avant la conversion des Slaves. Et puis, la Bulgarie, les photos sont un peu plus tardives. Enfin, on est en pleine période de chute des empires, de la reconfiguration de l'espace européen. Donc, une science d'archéologie et d'histoire de l'art qui a des implications éminemment politiques au moment où se construisent les États-nations et des patrimoines nationaux. Et c'est à l'École pratique des hautes études, auprès de Gabriel Millet, qui sont d'ailleurs formés plusieurs scientifiques, spécialistes et titulaires des chaires d'archéologie et d'histoire de l'art byzantin qui servent dans les Balkans, dans les pays balkaniques. Merci beaucoup pour ce rappel historique sur la connexion qui existe entre histoire, diplomatie, archéologie et recherche. Je vais faire un nouveau pas de côté. Décidément, je ne vais faire que ça en vous questionnant. Et je voudrais évoquer un peu la méthode. On évoque souvent quand on travaille sur les collections, que ce soit des collections d'objets, d'archives ou des bibliothèques qui sont des collections de livres, on évoque souvent des fonds ouverts et des fonds fermés. Et donc, je voudrais vous interroger sur ces notions de collection ouverte, de collection fermée. Est-ce que ça fait sens pour votre discipline, pour vos champs de recherche? Et est-ce que cette adjectif que l'on accole à une collection a vocation à être pérenne? Brigitte. Donc alors en fait, moi, déjà, je suis pas moi une collectionneuse ni même une historienne des sciences, donc vraiment je me suis intéressée aux collections un peu sous l'effet de cette rencontre choc que j'ai eue en rencontrant l'ensemble de ces objets patrimoniaux, et donc j'aborde ces collections en les regardant avec mon regard de physicienne, pardon, justement, et pour moi ces collections s'inscrivent dans une lignée expérimentale assez française en fait, où le chercheur développait lui-même son instrument de recherche. Ça se fait de moins en moins. On achète de plus en plus des instruments tout faits, mais je tiens à dire que dans mon laboratoire, il y a notamment une section qui fait de l'instrumentation scientifique et qui développe des nouveaux outils d'instrumentation scientifique. L'Observatoire de Paris aussi. À l'Observatoire de Paris aussi. PSL. Oui, absolument. Donc, en fait, ça veut dire aussi que, là, pour répondre à ta question, ça veut dire déjà un premier sens d'ouverture, où la collection, elle n'est pas terminée,
puisqu'on continue à l'alimenter. Se pose d'ailleurs toute la question de à quel moment un instrument cesse d'être un instrument utile pour devenir un instrument de valeur patrimoniale et d'entrer dans une collection. Il y a souvent un souci parce que le chercheur n'est pas forcément formé à ça, il va avoir tendance à jeter, se débarrasser de l'instrument. Enfin, il y a toute une réflexion à avoir, donc ça c'est des choses que je trouve qu'on devrait, peut-être des sujets qui pourraient être abordés dans le cadre de ces grands programmes. Et la deuxième notion d'ouverture, elle réside aussi dans la façon particulière qu'on a eue à l'ESPCI de gérer ces instruments scientifiques. En effet, non seulement on a restauré des instruments scientifiques, mais on les a fait revivre, on les a remis en état de fonctionnement. Donc ça s'est fait avant que j'arrive pour... si tu peux nous montrer. Ça s'est fait avant que j'arrive pour l'expérience historique de mesure de la radioactivité, donc de Pierre et Marie Curie. Donc où on voit, on va voir là sur ce transparent, en fait, alors ça doit être, non ça c'est après. Voilà, on voit ici l'expérience historique à gauche et on voit une expérience reconstituée à droite. Et on est capable de faire refonctionner cette expérience et d'en faire des démonstrations publiques. Donc ça, il y a une ligne de crête qui est compliquée entre conserver en l'état les choses. Évidemment, on veut un minimum préserver les collections. Donc il y a cette idée de fermeture dans le sens ne pas disperser, ne pas perdre. Mais il y a aussi ce choix qui a été fait à l'ESPCI de faire revivre les expériences, de les rendre vivantes. Et je trouve cette démarche intéressante, mais elle est compliquée. Effectivement, il y a une ligne de crête un peu compliquée. Et ça, on l'a refait aussi après pour le télescope. On obtient les mêmes résultats quand on fait des... Alors, justement, voilà, vous venez tout à fait. Donc, par exemple, je raconte un peu la suite. Mais par exemple, là, on va avancer. Voilà, ça, c'est l'expérience. Alors, ici, vous voyez l'expérience de mesure du magnétisme de Pierre Curie, expérience très importante parce qu'elle a fondé le magnétisme, toute la science du magnétisme au XXe siècle. Il y a quand même eu 2 prix Nobel français, Louis Néel et Albert Ferre notamment là-dessus. Et cette expérience, vous voyez, les électroaimants sont encore en état, ils fonctionnent encore. C'est une expérience qui date de 1895. Elle a permis de mesurer ce qu'on appelle la loi de Curie et pour arriver à montrer cette loi, il fallait une précision remarquable. Et aujourd'hui, je me suis amusée à... Alors déjà, cette expérience, elle a été reconstituée, donc elle refonctionne, mais je me suis amusée à comparer les résultats de Pierre Curie avec des mesures faites dans un appareil moderne. Donc ici, vous voyez l'appareil qui se trouve dans mon laboratoire, qui est un appareil commercial, c'est un magnétomètre à squid, et ça permet de mesurer l'aimantation avec une très grande précision. Et vous voyez, alors, sur la courbe de gauche, c'est la courbe de la thèse de Pierre Curie. On voit ici, je ne sais pas si ça ne va pas se voir, mais vous voyez, la courbe du haut, c'est la courbe qui correspond au bismuth, avec d'ailleurs un accident remarquable, je reviendrai un peu là-dessus tout à l'heure, à la transition, lorsque le bismuth fond, on voit que la susceptibilité magnétique qu'on est en train de mesurer s'effondre. Et moi, je me suis amusée, je ne suis pas allée jusqu'à la fusion parce que je n'avais pas une cellule qui permettait de le faire, mais sur la courbe de droite, on voit les bobines bleues sont les points de Pierre Curie, et moi, j'ai fait une mesure en rouge. Et surtout, ce que je veux vous montrer, c'est qu'on est très très proche du résultat de Pierre Curie de manière absolue. Ça donne une idée de la qualité de ces instruments et comment il était capable de calibrer ces expériences avec une très grande précision. Donc voilà, ça c'était pour... Merci pour la réponse. Alors là, c'est vraiment... On voit que c'est précise, complètement. J'avais la réponse à votre question. Tu avais anticipé. Johanna? Oui, vous m'entendez? J'espère pouvoir revenir sur le diaporama. Est-ce que vous le voyez? Est-ce qu'il apparaît à l'écran? Oui, moi j'entends, il devrait pouvoir apparaître dans 2 secondes. J'entends cette opposition à 2 sens. Le premier concernant le périmètre des collections, et le deuxième, leur accessibilité. Pour ce qui est de l'accessibilité, si vous voyez à l'écran, si ma diapositive s'affiche correctement, vous avez un album fabriqué par Gabriel Millet à l'issue de sa mission Homo Athos. Ça nous permet d'accéder à un espace qui est pour nous, les chercheurs de genre féminin, absolument inaccessible et qui le restera très probablement bien longtemps encore.
c'est ce répertoire qui nous permet, ce type d'album nous permet de voir les méthodes de classement, la réflexion autour de l'objet d'étude, nous permet aussi de pénétrer dans un espace auquel on ne peut pas accéder et encore pénétrer aussi dans la façon dont on l'a abordé, on l'a pensé à travers le traitement de la photographie, les légendes, tout cela fait partie de la collection. Vous voyez ici la documentation en même temps, en couleur, et tout cela a été conservé, vous l'avez vu comment, utilisé. Donc le périmètre de la collection a évolué, d'autant plus qu'à la fin du siècle dernier, du XXe siècle, un incendie en Sorbonne a condamné ou contraint cette collection à l'errance jusqu'à l'arrivée à l'Humathèque du campus Condorcet. Et voilà, le périmètre de la collection a posé aussi, le contour de la collection a posé aussi le problème de son équipement. Que fait-on de ces boîtes à plaques de verre? Sont-ils des objets de collection ou sont-ils des objets de conditionnement, des moyens de conditionnement? On a été contraint de le mettre à la benne, ce qui m'a arraché le cœur, mais je ne pouvais pas faire autrement. La volumétrie était incompatible avec l'espace de l'école pratique de hautes études. Donc, j'en ai conservé quelques-uns et je distribuais le reste aux élèves, faisant ainsi cet aspect de la collection utilitaire, des vestiges de la collection, d'une collection vivante. Et ce n'est pas le seul aspect. D'autres collections, d'autres fonds choisis suite à des demandes précises et après réflexion sont venus à augmenter cette collection dont on a une date jalon 1937 lorsqu'elle est léguée par testament à l'EPHE, mais on voit bien que la collection continue à vivre. On constate des pertes, on constate des ajouts, on constate des multiples qui posent d'autres problèmes et de nouveaux fonds, évidemment, ce n'est pas si évident que ça, de nouveaux sous-fonds qui sont venus l'augmenter, s'y ajouter, restant étant conservé de la façon la plus indépendante possible et le mieux tracée pour continuer cette vocation de la collection à documenter son objet d'étude en liant toujours avec les méthodes de la discipline et avec l'histoire des idées. En complément de vos réponses, j'aimerais vous poser une question qui est peut-être un petit peu provocatrice compte tenu du titre de notre grand programme. Je voudrais savoir si, selon vous, puisque vous avez des champs de recherche totalement différents, les collections dont on parle depuis le début de ce webinaire jouent un rôle positif ou négatif dans votre champ de recherche. Est-ce qu'elles animent des communautés scientifiques ou la collection peut être considérée comme un boulet ou comme une collectionner deviendrait dans ce cas-là une pratique stérilisante? Brigitte. Alors, bon, il faut bien dire, dans mon champ de recherche, il y a beaucoup de chercheurs qui ignorent, je dirais, ces collections, donc bon, voilà, elles sont ignorées. Le moment où ils peuvent les rencontrer, c'est le moment où effectivement ils veulent se débarrasser d'un instrument et on leur dit « Ah, mais tu sais, ça aura peut-être de la valeur, il y a eu un développement expérimental particulier, etc. » Donc là, il peut y avoir à ce moment-là effectivement un sentiment de oui, mais j'ai pas d'espace pour stocker. Voilà, donc c'est peut-être à ce moment-là que c'est vécu comme un boulet. Mais de façon générale, quand même, ces collections, elles génèrent de l'intérêt et certains scientifiques se retrouvent autour de ces collections pour en parler. Alors, moi, j'ai tenu à ce que les collections ne soient pas uniquement dans des vitrines, mais restent dans les laboratoires. Les instruments sont dans les laboratoires, dans les bureaux alors pas tous, mais il y en a une partie dans les bureaux des chercheurs. Moi, j'avais même dans mon laboratoire la table de Marie Curie, sur laquelle elle avait fait qu'on voit sur les photographies. J'ai même fait des expériences dessus. Je trouve qu'il faut qu'elle soit vivante, elle aussi. Et l'intérêt des avoir dans le laboratoire, c'est que le chercheur peut en parler à ses étudiants, à ses visiteurs, il peut transmettre cet instrument aux générations futures, et c'est une façon de les garder vivants et aussi de susciter de l'intérêt des chercheurs, donc ça ne soit pas vécu du tout comme un boulet. Les musées les enferment
ça dépend. Mais en même temps, il faut préserver aussi, c'est ce que je dis, il y a une ligne de crête. Mais voilà, nous, on essaie que ça soit pas un musée, que ça soit pas juste un musée. Et je voudrais donner quand même un exemple de télescopage entre la pratique de la recherche scientifique et ses collections, par exemple. Donc, il y a quelques années, un de mes collègues, qui s'appelle Kamran Benia, qui est chercheur donc, dans un laboratoire à l'ESPCI-PSL, travaillait sur les matériaux topologiques et notamment, il travaillait justement sur la susceptibilité magnétique de bismuth, l'élément bismuth. Et la question, c'était, est-ce qu'elle est due juste à un problème de l'atome, en fait, au diamagnétisme de l'atome, ou est-ce qu'il y a un effet lié à ce qu'on appelle la structure de bande, qui est plus généralement comment les états énergétiques se construisent dans un solide conduit par la physique quantique. Et justement, donc il discutait avec un de ses homologues japonais et il lui dit ce qu'il faudrait, c'est mesurer la susceptibilité magnétique du bismuth pendant la fusion, à travers la transition de fusion. En chauffant, on fait fondre le matériau et on mesure la susceptibilité. Et son collègue lui répond mais ça a été fait chez vous à l'ESPCI. Donc Kamran éberlué dit non, je crois connaître les recherches SPCI, on n'a pas mesuré ça ces dernières années, etc. Et le collègue lui a envoyé un article en japonais qui était une traduction de la thèse de Pierre Curie. Et vous voyez la courbe, vous voyez ici que la susceptibilité du bismuth s'effondre à la transition. Donc oui, effectivement, on voit le titre en japonais et la courbe qui a été traduite en japonais. Et Kamran a été sidéré de savoir que l'appareil qui avait permis de faire cette mesure, on l'avait encore dans nos collections et en plus, on l'avait rendu à nouveau fonctionnel. Donc là, il y a eu un espèce de télescopage et on voit que parfois, des chercheurs qui ne sont pas forcément très sensibles à l'instrument scientifique se retrouvent happés en fait par vraiment la quantité d'informations qu'on peut avoir dans cette collection. Merci Brigitte de nous présenter cet exemple qui nous réjouit, Emmanuel et moi, pour plusieurs raisons, parce que ça soutient la légitimité de l'intérêt que l'on peut porter aux collections. Deuxièmement, ça conforte les positions prises par le Conseil scientifique, puisqu'on soutient un projet qui s'intéresse à la genèse et à l'élaboration de collections de traduction, puisqu'on voit que et surtout, on voit en quoi ces collections participent de l'identité et de la culture d'une discipline qui, comme dans le cas de la discipline étudiée et présentée par Johanna, est relativement récente. Donc, Johanna, est-ce que tu peux répondre à ma question ? Oui, je réponds volontiers. Je repartage mon écran parce que c'est toujours plus agréable d'avoir un support visuel. Je ne sais pas s'il apparaît. En tout cas, les collections stérilisantes, jamais. C'est probablement notre regard qui peut être stérilisant, l'aigreur ou la limite, c'est du côté du mental des chercheurs. Les collections sont toujours une source d'inspiration, c'est à nous de pouvoir la faire fructifier. Là, ma réponse est courte et ferme. Mais c'est effectivement le potentiel de cette collection et des communautés de recherche qu'on sait se constituer autour des collections depuis la Renaissance, du moins depuis la Renaissance et les cercles savants. Mais comment peut-on les actualiser ou comment peut-on les inscrire à l'actualité de la recherche d'aujourd'hui? C'est peut-être très, très simple et ça me permet aussi d'évoquer le lien avec l'histoire des idées, de nouveau. Les monuments chrétiens de Trébizonde, en Turquie actuelle, ont été le premier chantier de recherche de Gabriel Millet. C'est là où il a été aussi un peu maladroit. Il apprenait il s'expérimentait avec la photographie des monuments et de l'archéologie. Sans ces photographies, je ne serais peut-être jamais allé m'aventurer de telle façon sur le terrain et je n'aurais pas fait quelques jolies découvertes qui n'enlève à rien la valeur photographique, la valeur documentaire photographique et de ce matériel,
puisque les monuments en question ont été défigurés, comme vous pouvez le voir, ou complètement disparus. Et cela nous amène à des problèmes peut-être plus complexes et plus fins, à l'instrumentalisation, risque d'instrumentalisation de ces données et de ces collections, ou du rôle que ces collections ont à jouer pour nous sensibiliser, pour sensibiliser les communautés de pensée au niveau de la recherche, mais aussi au niveau concernant un public plus large, sur des questions d'histoire, de civilisation et d'identité. Et je conclus en prenant un autre exemple sur lequel j'ai publié dans un très beau livre qui est un accès libre sur Internet. Vous avez ici la couverture, mais ce n'est pas pour ça que je le mets, c'est pour revenir sur la question des communautés et finalement des micro-histoires que recèle en grand nombre chaque collection, du moins celle que je connais. Et essayant d'approfondir et de contextualiser les différents éléments de la collection, j'ai été amenée à découvrir la compagne, l'épouse de Gabriel Millet, qui est bien plus qu'une femme derrière l'homme, et dont les dessins, parfois amusants, parfois importants pour la documentation, sont conservés non seulement à l'EPHE, mais aussi dans d'autres institutions qui préservent aussi des éléments du fonds Millet, hors périmètre de la collection, en complément de la collection, liés à ses amis et déposés par ses amis à d'autres institutions. Enfin, une question bien complexe, un réseau que je commence à peine à reconstituer, mais qui comporte des institutions comme l'École française d'Athènes, l'École française de Rome, le Collège de France ou encore l'Académie des inscriptions et belles-lettres, une aventure à poursuivre. Merci Johanna de revenir sur la présence de ce que je qualifie en histoire des sciences des invisibles de la science, puisque on sait aujourd'hui, en 2026, que derrière chaque grand scientifique, grand nom de la science, quelle que soit la discipline, il y a souvent un réseau familial très fort qui finance, soutient, aide au travail, au premier rang desquels les épouses. Alors, puisque le temps file, je voudrais terminer par une ultime question. Vous allez devoir être concise. Que font ou qu'ont fait les collections à vos propres travaux et vos propres déroulements de carrière? Brigitte. Donc, alors évidemment, pour moi, les collections ont été une grande source d'inspiration. Donc, on a vu comment, par exemple, elles avaient permis d'expliquer, d'alimenter 110 ans après des questionnements tout à fait actuels. Mais elles nous parlent aussi des chercheurs du passé. Elles nous enseignent sur leur façon de penser. Par exemple, comment Pierre Curie, théoricien, expérimentateur, mettait à profit ses découvertes pour inventer de nouvelles techniques de mesure. Donc, en ce sens, c'est inspirant aussi. Elles ont permis aussi pour moi, ces collections de l'ESPCI, de lever une opposition artificielle entre sciences fondamentales et sciences appliquées. Moi, j'étais vraiment une physicienne fondamentale. Je pensais jamais travailler sur les applications un jour. Et c'est vrai que j'ai quand même été interpellée de voir que des physiciens comme Pierre Curie, comme Paul Langevin, déposaient des brevets, travaillaient avec des petites sociétés d'instrumentation qui se trouvaient sur la montagne Sainte-Geneviève et qu'on pourrait qualifier de start-up de l'époque. Ça s'appelait pas comme ça, mais c'est bien la même chose. Ces start-up, d'ailleurs, souvent embauchaient des étudiants qui avaient été formés à l'ENS, à l'ESPCI. Et moi, j'ai eu d'ailleurs de la chance d'avoir dans cette petite commission patrimoine le petit-neveu de Denis Baudouin, de Charles Baudouin, qui était un facteur d'instruments pour les Curie et dont la société existait sur la montagne Sainte-Geneviève jusqu'en 1970. À titre personnel, je pense que ma transition vers l'innovation, vers l'entrepreneuriat, vers donc l'application des sciences, elle a certainement pris sa source dans la rencontre avec cette collection. Vraiment, ça m'a donné un sentiment de continuité, d'héritage au fil des années, dans cette tradition en fait de à la fois mêler sciences fondamentales, sciences appliquées, innovation, et aussi le tissu industriel autour, les liens entre la recherche académique et le tissu industriel autour. Donc voilà, je pense que c'est de tout ça dont nous parlent les collections, et à titre personnel, je pense que ça m'a beaucoup inspiré dans mon parcours. La collection comme ciment culturel, outil pédagogique qui génère de l'audace. Ça vaut aussi pour vous, Johanna, je pense.
Je vais être brève et sans diapositive. Tout à fait. Qu'est-ce que ça peut être la recherche fondamentale pour une historienne de l'art? Peut-être écrire des choses qui n'intéressent que les pairs et rentrer dans une logique de cercle d'initiés. Et la collection m'a appris à dépasser cela. J'ai toujours été sensible évidemment à la matérialité de mon objet d'étude, mais m'occuper de la collection a été une source d'inspiration constante et une source de pédagogie et pas de vulgarisation parce que je n'aime pas le terme, mais de diffusion de la recherche. Ça m'a permis, ça m'a offert une nouvelle avenue pour parler de ce que je crois fondamental en histoire de l'art, non seulement découvrir la beauté, mais découvrir comment l'esprit humain fonctionne, découvrir les temps et des ambiances du passé. Et les étudiants se montrent extrêmement passionnés et réceptifs par la collection. Une fois la première appréhension de quelque chose de vieillot, de poussiéreux est dépassée. Donc finalement, Millet, c'était le précurseur de faire collection. En quelque sorte, oui. Merci beaucoup, mesdames, monsieur le président. Je pense y compris dans ses démarches auprès du ministère. Donc, je pense qu'on a posé l'essentiel des questions que nous avions prévues à nos deux invités, que je remercie encore une fois très chaleureusement, et vous cède la parole pour le... Merci beaucoup. Non, peut-être Stéphane, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Une intervention de la part d'une personne du musée de minéralogie. Des mines. Des mines, pardon. L'école des mines, oui. C'est ça, et qui explique que les collections du musée de minéralogie sont très anciennes et serait très intéressé pour être impliqué justement dans la réflexion autour de faire collection, etc. On lui a donné votre contact et il va vous contacter par la suite. Alors, il faut que la communication à l'intérieur de l'école des mines s'améliore parce que ces collections sont dans le programme Faire Collection et on a des représentants des collections de l'école des mines. Donc on reste à la disposition de la personne qui pose la question pour lui expliquer en quoi l'école de mines est un partenaire important. Bon, merci. D'où l'intérêt de ces webinaires. Hein. Oui. Stéphane, tu veux dire un mot avant de conclure? Merci beaucoup. Alors je commencerai par convier tous les gens qui sont là à visiter, s'ils ne l'ont pas déjà fait, le musée de minéralogie de l'école des mines, qui est un des plus beaux musées de Paris, hein, il faut bien dire, pas seulement de PSL, mais de Paris en général. C'est extraordinaire. L'autre chose, c'est juste un point qui n'a pas été abordé tout à fait, sauf par Johanna quand elle a dit on n'a plus de place pour conserver les boîtes des plaques de verre, et donc on a dû en garder quelques-unes, etc. Quand on dit bon, les collections, il faut des collections, etc., je pense qu'il y aura un moment, et peut-être qu'on y est déjà arrivé, hein, des choix à faire économiques, hein, parce que je vous conseille d'écouter l'audition au Sénat de Christophe Leribaud, le nouveau président du Louvre, hein, qui explique que le Louvre et les collections du Louvre sont devant, selon l'expression actuelle, devant un mur d'investissement d'1 milliard d'euros, hein, d'1 milliard d'euros pour conserver le Louvre dans son état, hein, tout simplement. Et c'est la même chose pour tous les musées français, tous les musées d'Europe. Je vous rappelle aussi que l'archéologie produit des collections infinies, de plus en plus infinies, parce qu'on doit conserver des choses de plus en plus nombreuses. Donc il y a eu en France une stratégie de construction de grands dépôts régionaux, hein, pour les collections archéologiques, qui coûtent extrêmement cher aussi, hein, qui sont très précieux, absolument indispensables, mais qui coûtent très cher. Et donc je pense, hein, Monsieur le Président, comme on est dans le COMP
de l'université. Je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra que les pouvoirs publics, les pouvoirs publics seront devant un dilemme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut conserver les collections? Est-ce qu'il faut mettre des milliards dans la conservation des collections? Ou bien est-ce qu'il faut faire de la recherche vivante, hein? On en est aussi là, hein. C'est ça, je crois, l'enjeu aussi de votre grand programme, c'est voir quelles sont les stratégies, hein, pour maintenir à la fois l'énorme intérêt du patrimoine et d'autre part la nécessité indispensable de la recherche vivante. Alors, juste pour répondre d'une phrase, nous ne sommes pas les parangons, Emmanuel et moi, de la conservation de tout temps et de toute chose et de tout papier, puisque nous sommes historiennes et comme telles, nous avons longtemps compagnonné avec des archivistes, et un archiviste commence toujours un séminaire de méthode pour jeunes historiens débutants en disant que pour conserver, on doit détruire. Donc, on est dans une logique de réflexion, de patrimonialisation quand c'est nécessaire, mais absolument pas les militantes d'une conservation absolue de tout et à tout prix. Bien entendu, la recherche vivante est au cœur de nos pratiques. Je crois que c'est un... Oui. C'est une très, très belle conclusion. Et je ne vais pas du tout conclure. Je suis absolument émerveillé par cette session, ce webinaire. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, je trouve que voilà, votre webinaire va être une pièce maîtresse de la collection du webinaire. Si je puis me permettre. C'est surtout que ça a permis aussi de comprendre comment, en fait, faire collection, c'est décloisonner les sciences fondamentales, les sciences appliquées, les sciences humaines, les sciences expérimentales, etc. etc. Enfin, bon, l'histoire du vivant et de la conservation et l'ouverture. Enfin, je trouve que c'est extrêmement intéressant et j'invite donc toutes les communautés de PSL à mieux connaître encore vos travaux et surtout à vous remercier, mais vraiment très chaleureusement pour nous avoir donné du temps et du temps précieux pour comprendre ce que vous faites. Et voilà, je remercie Brigitte Loridon, très claire, très pédagogique, pour expliquer, y compris le quantique. C'est pas toujours facile. Yona Rapti, directrice d'études aussi à l'EPHE-PSL, très claire, et Muriel Leroux, historienne au CDRS, et Emmanuel Chabron, qui est coporteuse du grand programme avec Muriel Leroux. Alors j'ai compris qu'il faut faire du prosélytisme, oui. Pas sur n'importe quel domaine, mais sur celui-là, oui. Oui, absolument. D'accord, je retiens la leçon aussi. Et un grand merci aussi aux organisateurs, parce que la direction de la communication et la direction de la recherche sont très impliqués dans les deux séminaires qu'on a lancés depuis mon arrivée. Le séminaire Agir, Action de la gouvernance initiée par la recherche, qu'on a tenu hier par exemple, pour faire nourrir les actions de la gouvernance universitaire par la recherche. Et puis ce séminaire, webinaire sur les grands programmes de recherche, pour mieux faire connaître au fil de l'eau comme ça vos travaux. Et vous reviendrez, j'espère, dans un des prochains webinaires pour en discuter. Très grand merci à toutes et à tous, et puis très bonne semaine.